tous, merci d'être venus à cette présentation où on va parler un petit peu d'impression 3D, de différents aussi protocoles de communication, WebRTC, WebSockets, aussi de serverless et de containers un petit peu. On va mélanger un petit peu tout ça. Donc moi je m'appelle Guillaume Laforge, je suis développeur advocate chez Google Cloud. Je suis aussi un Java Champion, donc j'ai codé en Java ma démo. Les gens me connaissent peut-être un peu plus aussi pour avoir cofondé le langage Groovy il y a de nombreuses années. Et il y en a peut-être qui écoutent les Cascodeurs, le podcast dans la salle. Ouais, quelques-uns, ok. Donc vous connaissez déjà ma voix, voire mes blagues sur le podcast. Donc là, vous pouvez me suivre sur Twitter et je me suis mis aussi à Mastodon. Donc, comment cette petite histoire et comment ce talk est venu? En fait, tout a commencé avec une imprimante 3D. Ça faisait un moment que je me disais, tiens, j'aimerais bien des fois imprimer mes propres trucs. Et c'est vrai qu'en fait, donc ça peut être des petites figurines rigolotes, aussi bien que des choses utiles. Et j'avais commencé à regarder un petit peu partout ce qui se faisait. Donc il y a plein de modèles d'imprimantes 3D. Et il y a une super youtubeuse qui s'appelle Heliox qui avait fait une review d'une imprimante qui s'appelle Viper de chez Anycubic. Et la review était pas mal. Hein. Je me suis dit, tiens, ce modèle-là a l'air bien. Donc j'ai acheté ça. Ce modèle-là, et je vous en fais un petit peu de la pub avec les différentes features de l'imprimante. Donc il y a l'auto-leveling du support, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le faire à la main. Donc moi qui n'y connaissais pas grand-chose au départ à l'impression 3D, je me suis dit un truc qui est un peu automatisé et tout, ça va être bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Donc ça fait des trucs assez grands, 25 sur 25 sur 25 grosso modo. Il y a un écran qui est plutôt sympa à utiliser. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, aussi le système là, de couches sur le... Je sais pas comment on dit en français, le bed, c'est le lit, je sais pas. Donc c'est plus facile du coup d'enlever ces impressions et elles adhèrent bien aussi au plateau, quoi. Après, là, vous voyez, dans cette liste de fonctionnalités, il n'y a pas, et ça va être important pour la suite, il n'y a pas, par exemple, de support Wi-Fi. Il y a des imprimantes auxquelles on peut se connecter par Wi-Fi. La mienne n'avait pas Wi-Fi. Et on va voir aussi ce que ça veut dire. Parce que certaines imprimantes, on peut les monitorer à distance sans rien rajouter et tout. Donc quelques impressions que j'ai fait, par exemple pour Halloween. Là, il y avait mes filles qui ont des feutres à alcool, mais elles voulaient avoir un support pour ranger leurs feutres et tout, avec des beaux dégradés, tout ça, bien sûr. J'ai fait aussi des supports. J'ai fait pas mal de supports, je sais pas pourquoi. Donc genre pour mon Mac. Ou aussi pour mon petit Google Home Mini là, qui est dans la salle de bain qui m'entendait pas bien, alors je l'ai mis un peu sur un support comme ça, vertical, et j'ai fait plein d'autres trucs, des décos, bref. Mais voilà, des fois, alors je sais pas si on le voit bien en fait sur l'image, parce qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus zoomé, mais des fois les impressions elles prennent quand même vachement de temps. Donc là je sais plus trop ce que j'ai imprimé, mais là c'est 16h39 minutes, donc ça peut être long. Bon, à la limite que ce soit long, on lance l'impression la nuit, c'est pas très très grave, mais des fois, le problème c'est que les impressions, des fois ça marche, mais des fois ça foire, alors pour différentes raisons, parce qu'il manque du support, parce qu'il y a un problème d'adhésion, parce qu'il peut y avoir plein de raisons à ça, ou récemment, le modèle d'imprimante que j'ai, il y a un petit capteur aussi de filament, mais qui est un petit peu défaillant de temps en temps, et du coup, c'est pareil, l'impression s'arrêtait et tout, bon. Voilà, des fois il y a des problèmes, des fois ça se passe bien, là encore des trucs avec des post-it et tout ça pour ma fille, mais le problème, du coup, moi je veux aller voir régulièrement quand même ce qui se passe, c'est-à-dire, je sais pas, toutes les heures, si je sais que c'est un truc un petit peu long, je vais aller voir, je descends, je vais aller voir quel est l'avancement, combien de pourcents qui a été complété et tout. Mais le problème, en fait, c'est que j'habite dans un pavillon, donc là, un exemple de pavillon typique. Moi, je suis tout en haut, dans mon bureau, ma chambre, avec mon ordi et tout. Mais mon imprimante 3D, je l'ai mise au sous-sol, parce que les imprimantes 3D, bon, déjà, il faut leur trouver de la place, mais aussi, ça fait du bruit.
pas forcément super agréable. Mais du coup, si je veux voir où en est mon imprimante, bah, souvent je monte 1 ou 2 étages ou je descends 1 ou 2 étages à chaque fois, ce qui peut être un peu pénible. Donc c'est bien pour le côté sportif, hein, c'est très bien de monter et descendre les étages, mais au bout d'un moment c'est un peu gonflant quand même. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir voir à distance finalement l'avancement de mes impressions. Il faudrait une caméra. Quel genre de caméra après, il faudrait évidemment aussi pouvoir voir à distance, donc une connexion Wi-Fi ou au réseau de la maison, etc. Ok. Et en fait, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui se faisait. Et donc j'ai découvert Octoprint, qui est en fait un truc qu'on peut installer sur des Raspberry Pi. Et qui permet même de contrôler l'imprimante. C'est quand même assez fort, ça, je trouve. Et on peut aussi brancher une caméra, on peut voir où ça en est, etc. Après, c'est difficile de trouver des Raspberry Pi aujourd'hui, avec les problèmes de composants. Et moi, j'ai une vieille Pi 2, mais que je n'utilise pas, mais apparemment, c'est plutôt avec des Pi 3 ou 4, c'est mieux, donc je n'ai pas essayé, puis je n'avais pas non plus de webcam pour ma Raspberry Pi. J'ai fait ce talk ailleurs, à Devox Belgique, je crois. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit aussi que ça existait, qu'on pouvait faire tourner ça aussi sur des téléphones Android. Ça a l'air d'être assez récent, je ne savais pas. Et du coup, on va y venir parce que moi, je m'étais dit des caméras, genre des vieux smartphones qu'on a qui traînent parce qu'on a un nouveau smartphone, mais qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Je m'étais dit peut-être que je pourrais réutiliser mes caméras. Et après, il y en a qui font des solutions spécifiques. Là, je crois que c'est une marque française, là, Mincion, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Elle est trop mignonne, celle-là, avec une tête de Beagle, le chien, la race de chien. Et donc ça fait webcam, ça se branche au port USB de l'imprimante pour pouvoir la commander, on peut faire des timelapses, etc. Enfin, il y a plein de features. Donc c'est cool, ça a l'air cool. Bon, en vrai, je l'ai commandé au Père Noël, donc je vais peut-être l'avoir à Noël, si je suis sage. Et après, je m'étais dit, sinon, attends, il y a plein de solutions aussi. Et en fait, je crois que c'était plutôt ça d'ailleurs qui m'avait donné l'idée de regarder, de réutiliser des smartphones. Il y a des applis qui permettent de transformer un smartphone en caméra de sécurité, en caméra IP. Donc j'avais trouvé ça intéressant comme idée. Et après, qu'est-ce que je pourrais faire encore? En fait, si on regarde pourquoi j'utiliserais pas un smartphone qui serait connecté, par exemple, avec Google Meet, avec Facebook Messenger ou quoi, et qui stream le flux, donc en ayant 2 comptes différents et tout ça, pourquoi pas? Donc j'ai continué un petit peu à creuser, je me suis dit, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils utilisent, eux, en dessous, pour faire le streaming vidéo? Donc c'est là où je me suis dit, bon, et si moi j'arrivais à faire un truc un peu dans le même genre, mais pour mon propre petit besoin, donc pourquoi acheter une caméra dédiée, acheter une nouvelle Raspberry Pi, ou pourquoi pas réinventer la roue? Après tout, on est informaticien, des fois on aime bien quand même réinventer la roue, genre réinventer des nouveaux langages, tout ça, moi j'ai déjà fait. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin forcément d'une caméra pour voir ce qui se passe. On a besoin de connectivité réseau, alors idéalement, on va dire plutôt sans fil, parce que voilà, je ne vais pas tirer un fil sur mon routeur, il n'est pas du tout au même endroit que ma cave où il y a mon imprimante. Il nous faut donc cette solution pour streamer le contenu vidéo, le flux vidéo de la caméra. Et puis, bon, après, c'est des petits détails, hein, mais bon, faut évidemment se brancher sur l'électricité, avoir peut-être un support pour tenir le téléphone, etc. Mais bon, après ça, on a une imprimante 3D, on peut aussi imprimer son support de caméra. Donc, l'idée est là. J'ai des vieux téléphones. Donc là, le premier, c'est un Samsung Galaxy S3, je crois. Ça, c'était le OnePlus One, le tout premier OnePlus One, et celui qui est derrière, je crois que c'est un vieux Pixel, si je me souviens bien. Et là, maintenant, j'ai un Pixel 7 et tout ça, c'est trop cool. Mais du coup, j'ai des vieux téléphones et que j'ai gardés, mais j'en ai rien fait, je les ai pas recyclés, je les ai pas revendus, j'ai rien fait. Donc, si on part de l'idée de réutiliser une caméra, un smartphone, il y a quoi? Il y a la caméra, il y a la connectivité au Wi-Fi, bien sûr.
Après, c'est pareil, le téléphone, il faut quand même le brancher, donc on va le brancher, il faut que j'ai un chargeur qui traîne quelque part. On peut imprimer son propre stand pour tenir la caméra. Et puis, voilà, la partie plus compliquée, finalement, c'est comment on va faire le streaming. D'accord ? Donc c'est là où ça devient quand même un petit peu plus technique, plus intéressant. Donc, comme je disais, j'ai fait un petit peu de recherche pour voir ce qu'utilisaient les Google Meet, les Facebook Messenger, Discord, etc. Et en fait, il se trouve qu'ils utilisent le standard WebRTC. Donc, bon, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais regardé de près, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc, WebRTC, donc ça c'est la page de WebRTC. Je vais souligner quelques mots importants. C'est quoi? Donc, c'est un standard ouvert qui permet de faire de la communication en temps réel. On peut transférer différents types de données, que ce soit de la data, du texte, de la voix ou de la vidéo. Et c'est pour ça que voilà, les messengers et autres utilisent ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est peer-to-peer. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que de repasser à chaque fois par un serveur, celui qui va broadcaster sa vidéo et celui qui va recevoir la vidéo, ils vont réussir à discuter entre eux directement, en théorie. Sans avoir à passer par un serveur. Donc ça c'est intéressant et comme ça mon flux il passe pas je ne sais où sur internet. C'est supporté par tous les navigateurs, même pas forcément les plus récents, mais en tout cas ils supportent tous et évidemment comme c'est un standard du web, il y a des API JavaScript que je vais pouvoir utiliser dans des pages HTML avec du JavaScript. Mais après voilà, il y a un petit peu de vocabulaire pour qu'on comprenne un petit peu mieux le protocole. Donc je vais déjà commencer par le vocabulaire, après je vais illustrer ça dans quelques diagrammes. Donc il y a plusieurs choses. L'idée, un petit peu à la base de... Enfin non, on va déjà parler... parce qu'en fait, il faut pouvoir que le client et le serveur discutent entre eux en peer-to-peer. Et souvent, le problème, c'est que bon, si on est à la limite dans le même réseau, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais parfois, genre si... je vais au boulot et que j'ai lancé mon impression, je ne vais pas être du tout sur le même réseau entre mon téléphone portable qui va peut-être être en 4G et puis mon imprimante qui est sur le Wi-Fi de la maison. Donc il va y avoir des problèmes d'accès au travers des NAT, des firewalls, ce genre de choses-là. Donc ils ont prévu tous ces cas de figure-là et ils ont prévu différents, on va dire, sous-protocoles pour établir la communication. Donc il y a le ICE, Interactive Connectivity Establishment. Donc ça, c'est un échange d'informations entre le client et le serveur pour dire, alors moi je suis sur tel réseau, sur telle adresse IP, ils échangent des informations réseau pour arriver à se connecter entre eux. Et on verra un petit peu plus dans le diagramme, parce qu'on va faire appel aussi quand même à certains serveurs qui existent, qui sont accessibles gratuitement sur Internet, les serveurs Stun, Session, Traversal Utilities for NAT, qui en fait sont des serveurs qui vont être appelés par celui qui broadcast la vidéo et celui qui va recevoir la vidéo pour dire voilà moi mes informations réseau, adresse IP, etc. Est-ce que tu me vois, est-ce que je peux te voir, etc. Donc on va voir après comment ces informations sont échangées. Et donc ça, c'est un premier échange sur les informations de connexion, mais il y a aussi les informations de protocoles vidéo et de bande passante, etc. Où là, typiquement, ma caméra sur mon smartphone, elle va avoir un certain nombre de pixels, elle va avoir une définition, une résolution. Et de l'autre côté, celui qui va recevoir la vidéo aussi va avoir un écran de telle taille. Il va supporter, l'un ou l'autre vont supporter tel ou tel codec pour encoder la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a donc? Les codecs, la taille de la vidéo, et puis oui, le nombre de frames par seconde, etc. Donc il y a un autre protocole d'échange pour se mettre d'accord sur quel format on va utiliser. Donc le NAT, c'est effectivement ce qui permet d'avoir un réseau chez soi, déconnecté du réseau Internet et d'avoir plus d'adresses IP chez soi. Et Turn, c'est encore un autre type de serveur qui, lui, par contre, quand dans certaines configurations réseau, en fait, on ne peut pas toujours forcément arriver à se connecter l'un à l'autre, même une fois qu'on a échangé les informations de connexion, parce que le réseau l'interdit. Et il existe aussi un autre type de serveur qui sert de relais pour relayer la vidéo.
Mais là, nous, en tout cas, on ne va pas utiliser ça. Et on imagine que sur des Facebook Messenger ou autres, s'ils devaient relayer toutes les vidéos vraiment en direct de toutes les gens qui se connectent en même temps en vidéo, il faudrait des bandes passantes que même les grands acteurs n'ont pas forcément. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu le vocabulaire, là c'est vraiment pour illustrer les deux types de serveurs. Donc le stun server, aussi bien le client, donc imaginons que celui-là c'est celui qui va émettre la vidéo et celui-là c'est celui qui va la recevoir, il va échanger et demander par exemple au stun server, moi je ne connais pas mon adresse IP publique, celle au travers de laquelle je suis visible sur le réseau Internet. Et donc lui, il va aussi pouvoir répondre, bah tiens, moi je te vois en tant que 208, 141, blablabla. Pareil pour l'autre. Et après, ils vont pouvoir s'échanger ces informations-là. Et on va y venir comment ils échangent les informations. On va avoir besoin de signalisation et c'est ce que j'ai implémenté pour échanger toutes ces infos. On va y revenir. Et si par contre, dans le cas d'un NAT symétrique, deux nœuds ne peuvent se connecter et discuter entre eux que s'ils se connaissent déjà. Et en l'occurrence, là, bah, ce n'est pas forcément le cas, vu qu'on peut se connecter de n'importe où sans être forcément le même client, quoi. Donc, ils ne se connaissent pas forcément à l'avance. Et du coup, c'est seulement dans ce cas-là où, éventuellement, on va utiliser un serveur turn pour faire le relais vidéo. Mais bon, moi, j'en avais pas besoin pour mon cas à moi. Donc, comment ça va se passer ? Donc là, je mets quand même ces composants-là, stun et turn. Et nous, on va aussi parler en particulier de celui-là, le signal channel. Il faut qu'il y ait un canal de discussion entre les deux nœuds pour pouvoir échanger les informations. Donc les informations de connexion réseau et les informations de format vidéo. Donc ce qui se passe d'abord, c'est que donc là, on va dire que c'est celui qui broadcast. Et l'autre aussi va faire la même chose auprès du stun server. Il va demander bon, bah, qui je suis, quelle est mon adresse IP publique. Okay. Donc lui, s'il y a un relais, il va passer par ce relais vidéo, mais nous, en l'occurrence, on ne l'utilise pas. Mais par contre, donc il va envoyer à un serveur, donc c'est là où moi je vais implémenter mon propre serveur, les échanges d'informations pour les deux protocoles. Donc ils font des offres, ils appellent ça offer, où ils proposent les informations vidéo, format, etc. Et lui, qui est un petit peu un intermédiaire, il va forwarder ces informations-là à celui qui recevra la vidéo. Et donc lui, il va aussi répondre, et il peut y avoir plusieurs échanges, en particulier sur la partie ICE, plusieurs échanges pour se mettre d'accord sur ce qu'ils vont utiliser. Donc ICE, ensuite, c'est la partie connectivité. Et après, donc lui aussi, il fait pareil, il dit voilà qui je suis et tout. Et ensuite, le peer A et peer B, les deux nœuds, vont communiquer ensemble directement. Donc on a juste besoin de la signalisation. On a juste besoin de la signalisation au moment de l'établissement de la connexion. Et après, ça va vraiment être du peer-to-peer. On l'espère. Je dis ça, on l'espère, parce que je sais que ma démo ne marche pas toujours suivant les réseaux Wi-Fi. J'ai toujours un peu peur. Et j'espère, je prie. Et ensuite, après, effectivement, normalement, ils communiquent l'un avec l'autre. Donc, maintenant, on a dit qu'il faut un serveur pour établir ces échanges de connexion. Le WebRTC, en tout cas, le standard n'oblige pas à utiliser telle ou telle méthode de signalisation. Mais bon, normalement, c'est plutôt quelque chose genre de, on va dire, temps réel. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme protocole sur le web pour faire des échanges bidirectionnels ? Pourquoi pas WebSockets ? C'est bien adapté. Après, moi, comme je ne connaissais pas encore WebRTC, le fonctionnement avec les échanges, tout ça, j'avais vu un sample en Node.js, donc j'avais regardé comment ils avaient fait ça. Et après, moi, je suis plutôt quand même un développeur Java, donc j'ai décidé d'utiliser un framework avec lequel je suis quand même plus familier, c'est Micronaut. Donc c'est un des nouveaux frameworks un peu à la mode dans le monde Java, avec Quarkus, etc. Et donc j'ai implémenté cette signalisation avec des WebSockets en utilisant Micronaut. Donc ça c'est bien, mais il va falloir quand même le déployer quelque part, ce serveur-là. Bon, je travaille chez Google, donc je ne paye pas mes factures Google Cloud, donc autant l'héberger chez Google. Et moi je couvre pas mal tout ce qui est solution serverless.
Donc Cloud Functions, Cloud Run, Google App Engine que j'utilise depuis longtemps, même avant de rejoindre Google. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être regarder Cloud Run. Alors, Cloud Run, il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai utilisé Cloud Run, mais je vais y revenir. Donc, pourquoi Micronaut? Donc, bah, je suis un développeur Java, ça supporte Groovy, Kotlin aussi. Voilà, c'est cloud native, tout ce qui est discovery, tracing, logging et j'en passe. D'autres aspects qui sont quand même sympas avec ces nouveaux frameworks comme Micronaut, c'est le startup time, ça démarre à fond les ballons, ça consomme pas beaucoup de mémoire. Donc ça, c'est aussi sympa. Et ça a été designé grâce à la compilation Ahead of Time, AOT. Ça a été designé pour que ça fonctionne bien aussi avec Graal Native Image. Donc je peux facilement transformer mon appli Java en un binaire natif pour la plateforme ou que je peux mettre directement dans mon container. Donc c'est voilà, facile de faire du natif, en tout cas avec GraalVM, avec Micronaut. Et pourquoi Cloud Run? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, effectivement, moi, je suis un peu spécialiste du serverless. Mais surtout, dans les features de Cloud Run, il y a aussi le support de WebSocket. Donc, moi, ça m'intéresse pour faire mon signaling et échanger les informations. Après, donc, ce qui est bien, c'est que qui dit serverless, ça veut dire aussi il y a l'autoscaling. Donc, si j'utilise pas, si j'imprime pas, bah, il n'y a pas de serveur qui tourne. Il y a un scale to 0, c'est-à-dire voilà, il n'y a aucune instance qui tourne, donc ça ne me coûte rien, ni à Google ni à moi. Mais par contre, ça scale facilement et rapidement s'il y a plein d'utilisateurs. Bon, pour mon use case à moi, j'ai juste besoin que ça scale jusqu'à 1. Parce que, à moins que je broadcast mes impressions 3D, mais peut-être que je n'utiliserai pas ça, je ferai du YouTube Live ou du Twitch ou j'en sais rien. Mais je n'utiliserai sans doute pas ça. Et après, donc vu qu'en fait on déploie des containers sur Cloud Run, donc dans un container je peux mettre ce que je veux, donc évidemment je peux mettre du Java, je peux mettre du Micronaut, et dans les autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est complètement managé, j'ai pas d'infra à gérer moi-même, on paye proportionnellement à l'usage, mais il y a quand même un free tier, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Et puis voilà, donc le gros truc qui était quand même aussi important pour moi, c'était le fait que ça supporte les WebSockets. Oups, je suis allé en avant au lieu d'en arrière. Donc maintenant, alors, on essaie de faire la démo avant de montrer le code. Alors j'ai quand même prévu un backup parce que je sais que parfois ça fonctionne pas toujours suivant la connectivité réseau, donc je me méfie un petit peu. Donc je vais essayer de le faire. Si ça marche pas, je vous montre les vidéos. J'ai fait 2 vidéos. J'en ai fait une parce qu'en fait au début je me disais mais comment je vais pouvoir filmer mon téléphone et mon navigateur en même temps. Donc la première, je l'ai fait tout dans le navigateur, donc, mais c'est un peu triché dans le sens où ça va être moi-même qui discute avec moi-même sur mon propre ordinateur. Mais après, j'ai réussi quand même à faire une vidéo aussi avec mon téléphone que j'ai fait ce matin. Alors, normalement, bon, la démo n'est pas non plus, vous allez voir, super ouf. Alors, il me faut les deux. Mon téléphone. Hop, on va aller ici. Alors, peut-être que je mette l'URL qui va bien. Non, pas le broadcast, on va mettre lui, ça va être celui qui va recevoir. Ok, et là, je vais mettre celui qui va envoyer. Broadcast, c'est lui. Alors déjà, on voit que ça rame un petit peu sur le Wi-Fi. Hop. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Je vais juste recharger la page. Ok, ouais. Oh putain, ça marche. Donc là, alors comment je vais faire? Non, aussi, où je vous montre comme ça pour. Non, je sais pas si c'est une super idée ça. Genre, vous pouvez faire coucou. Non, d'ailleurs, je peux retourner la caméra, moi je suis bête. Hein. Donc là, hop, je retourne la caméra et on voit bien que. Enfin, lui, il balance la vidéo et l'autre, sur le navigateur, le reçoit. Donc c'est ça l'idée. Donc lui, il va être en train de. Donc, je sais pas, on va dire, là, les gobelets par terre, là, ou mon sac, c'est mon imprimante 3D. Donc il va filmer ça. Et moi, je suis en haut dans mon bureau ou dans ma chambre, ou je sais pas où, et ben, je vais pouvoir regarder à l'aide de mon navigateur ce que mon téléphone est en train de filmer. Donc ça, c'est l'idée. Après, comment ça fonctionne? Hop, je vais remettre ça là. Donc je suis content, au moins ça a marché. Alors,
Donc mon application, c'est une application web, donc j'ai des ressources publiques avec les pages HTML, donc la page HTML de celui du viewer et la page HTML de celui qui va broadcaster la vidéo. Donc c'est ces deux pages-là. Je suis dans laquelle là? Je suis dans le broadcaster. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, il y avait le titre broadcast, hein, je ne sais plus si vous l'avez vu sur le téléphone. Et on a ici la sélection de la source vidéo, parce qu'on peut avoir plusieurs caméras. Moi, il y avait la caméra, je ne sais plus comment on les appelle, enfin celle qui est face et celle qui est arrière, quoi. Ici, on va avoir la vidéo donc, qui vient de la caméra, qu'on affiche quand même à l'écran pour qu'on soit sûr que c'est bon, que ça fonctionne. Et après, bon, j'ai un petit script. Et de l'autre côté, pour celui qui reçoit la vidéo, la page est à peu près similaire, à part que voilà, il y a juste la balise vidéo qui va recevoir le flux vidéo venant de WebRTC. Et puis mon petit script JavaScript. Alors après, je vais commencer par... Alors si, je voulais quand même juste rappeler une petite chose ici dans ce diagramme-là. Donc en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est l'implémentation là, de ce signaling channel que j'ai fait avec Micronaut sur Cloud Run, avec WebSocket, pour faire ces fameux échanges, les offres SDP et les candidats ICE, offre SDP pour le format vidéo et ICE pour la connectivité Internet. Donc, et encore une fois aussi, on voit bien qu'à chaque fois, ils envoient le A et le B, ils envoient les infos à ce serveur, et le serveur, finalement, il fait du passe-plat. Il dit, ah oui, toi, tu m'as donné ça, je vais donner ça aux autres et tout. Donc, hop, on va regarder, on va commencer, allez, juste on va regarder le code du... Ouais, on va commencer par le JavaScript. Donc, qu'est-ce que je fais dedans, là, dans le broadcaster? On va regarder ici. Donc, je récupère le tag, la balise de vidéo. Et ensuite, je vais essayer de récupérer, donc là, c'est les API standards de... JavaScript web, quoi, du navigateur. Donc, par exemple, je vais récupérer les devices, c'est-à-dire les caméras. Je les énumère. Et quand j'ai des caméras, donc je vais populer là, la petite drop-down, le petit select pour mettre... Alors voilà, il y a ces caméras que tu peux utiliser. Ok, et j'ajoute les infos pour reconnaître les caméras. Et après... on va essayer de récupérer les streams donc de la caméra qui est sélectionnée. Et après, on va voir, là, c'est là où ça va être un petit peu plus intéressant, les contraintes. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux... enfin, je ne mets pas vraiment beaucoup de contraintes. D'ailleurs, ici, on peut mettre des formats, on peut mettre des choses comme ça. Là, moi, je dis juste, je veux la vidéo de ce device-là. Et une fois que j'ai réussi à récupérer le flux vidéo, en fait, c'est là où je vais gérer ce flux vidéo-là. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, voilà, je le mets dans la balise vidéo que j'ai dans ma page, et aussi, je le rajoute au stream, donc WebRTC. Voilà, en faisant, je récupère le track, etc. Côté de celui... Non, oui, alors je n'ai pas montré aussi après. Donc on va voir aussi tout ce qui est échange. Donc il y a une première chose qui est, il faut... donc il y avait, si vous vous rappelez, il y a le stun server qui me permet de connaître mon adresse IP publique, etc. Et c'est des URL publiques. Il y a plein de serveurs qui existent, mais on peut aussi en créer soi-même, en hoster soi-même. Là, j'utilise celui de Google, mais il y en a plein d'autres, il y en a des centaines qui existent. Ensuite, je vais faire une connexion WebSocket avec mon serveur, mon appli serveur sur Cloud Run. Et après, la socket, il va y avoir différents événements. Avec la WebSocket à l'ouverture, la WebSocket qui reçoit un message, et aussi, il doit y avoir close. Non, je l'ai viré le close d'ailleurs, il est où? Je ne sais plus. Ouais. Et donc après, quand il y a les échanges de messages, donc là, moi, j'ai deux types de messages. Il y a Watcher qui dit, ce message-là, c'est un message qui dit, moi, je suis client, je veux voir une vidéo d'impression 3D. Il y a ensuite, donc là, côté, on est dans le broadcast. Côté broadcast, on a Answer, c'est-à-dire la réponse
moi, je lui ai envoyé une offre en disant voilà mon format vidéo, toi, quelle est ta réponse? Et petit à petit, ils vont se mettre d'accord. Et c'est fait automatiquement, on n'a pas à le gérer nous-mêmes, mais il faut juste passer les informations. Et ensuite, candidate, c'est pour la partie connectivité IP. Et donc, voilà, je balance les infos en JSON, et aussi avec les connexions WebRTC. Là, bon, c'est de l'utilisation de l'API WebRTC pour connaître la description locale, la description remote, et pour qu'après elle converge. Côté Watch, c'est un peu pareil. Donc, pareil pour reconnaître mon adresse IP publique. Et pareil, il y a aussi des messages. Donc, le broadcaster, lui, envoie des messages de broadcast pour dire « moi, j'envoie un flux vidéo ». Et après, on va avoir aussi offer et candidate pour, voilà ici plutôt, pour échanger les informations de vidéo, et les enfin de format vidéo et les informations de connectivité Internet. Et quand on se met d'accord au bout d'un moment, il va y avoir, enfin où c'est là que ça se met d'ailleurs. Là, moi, je ne connais pas bien. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai repompé cette partie-là, qui est bien documentée, parce que je trouve que c'est pas si simple à faire. Mais en tout cas, c'est la partie qui utilise la connexion au travers de WebRTC, qui va créer les réponses, qui va envoyer l'offre, etc. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Et je passe toutes ces informations-là au travers de la WebSocket qui va parler à mon serveur. On-track, ça veut dire que, donc là, vu qu'on est côté client, on-track, ça veut dire, tiens, je vais recevoir un stream vidéo, il y a un nouveau track vers un stream vidéo qui est rajouté, et du coup, je vais pouvoir le mettre dans la vidéo du tag vidéo. Et voilà. Donc après, donc là, il y a un truc un petit peu similaire avec la partie connectivité Internet. Donc maintenant, je vais vous montrer le code de l'application Micronaut, et qui joue vraiment son rôle de passe-plat. Donc j'ai un nouveau contrôleur, mais qui est de type WebSocket, et qui écoute sur le chemin /ICE. On a ici différentes variables. Donc on a comme champ, on a un WebSocket Broadcaster. Alors là, c'est pas le broadcaster dans le sens je broadcast de la vidéo. Ça peut être un petit peu, j'aurais dû peut-être les nommer différemment pour que ce ne soit pas confusant. Un broadcaster de WebSocket, en fait, ça veut juste dire que c'est une classe qui permet d'envoyer à tous ceux qui sont connectés en même temps. Parce que je pourrais avoir plusieurs personnes qui regardent la vidéo de mon impression 3D en même temps. Et du coup, je voudrais éventuellement leur donner des messages à tous. Parce que par exemple, je change de format vidéo, ou par exemple, on avait vu tout à l'heure, genre je change de caméra, bah, peut-être que le format vidéo va être différent d'une caméra à l'autre sur mon téléphone. Ensuite, je garde aussi en mémoire toutes les sessions de tous ceux qui sont connectés, et j'ai aussi la session WebSocket de celui qui broadcast. D'accord ? Donc, c'est deux broadcasters différents. Donc, c'est pas idéal comme nommage, j'en suis conscient. Et pareil que côté JavaScript, en fait, on va gérer les différents types d'échanges. Donc à l'ouverture, il doit y avoir un on-close aussi, à la fermeture et on-message. Donc à l'ouverture, quand c'est le broadcaster qui arrive, il va envoyer un message broadcast à toutes les sessions, tous ceux qui sont connectés. Et à la fermeture aussi, on gère, on ferme les sessions, on les enlève de la liste des sessions WebSocket qu'on a, donc pour avoir un truc clean et pour envoyer juste à ceux qui sont vraiment connectés. Et là, après, c'est là où on a la partie un petit peu passe-plat. Donc on a celui qui broadcast la vidéo qui va envoyer un message de broadcast. On a le watcher qui va dire « moi, je veux voir une vidéo ». Et on a ensuite les deux offer, answer et candidate pour la partie échange de messages. Les messages que j'échange, en fait, côté JavaScript, je balance directement un objet JavaScript. Ici, on est en Java, donc j'utilise par exemple des records pour représenter les messages que j'échange. Donc il y a deux types de messages, les messages comme broadcaster et watcher qui ne contiennent juste qu'un type, quoi, la string broadcast, la string message. Mais par exemple, il y a aussi des messages, alors j'ai fait une seule classe, j'aurais peut-être pu faire deux classes, il y a aussi des messages d'échange de protocoles vidéo et de connectivité Internet, où là, il va aussi envoyer
une description et un ID aussi. Donc soit j'envoie un message, soit message ID, et description. Il y a trois types de messages. Donc c'est ce qu'on voit ici quand j'envoie voilà, new message, etc. Et on va voir, alors je ne vais pas détailler forcément les différents cas de figure, mais donc, par exemple, quand il y a le broadcaster qui arrive, le broadcaster qui veut envoyer la vidéo, il va envoyer à tous ceux qui sont connectés. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'autre broadcaster qui broadcast à toutes les sessions connectées. J'envoie un message comme quoi il y a quelqu'un qui est prêt à envoyer la vidéo d'une impression 3D. Mais par contre, par exemple dans le cas genre du watcher, donc quand celui qui regarde, il va envoyer en fait l'information qu'à celui qui va broadcaster, comme quoi il y a quelqu'un qui veut regarder la vidéo. Donc là, lui, il va broadcaster avec juste cette session-là de celui qui envoie la vidéo. Il va envoyer son message qu'à lui et pas à tous les autres clients connectés. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des fois broadcaster broadcast ou broadcaster session send pour envoyer du coup à celui qui va envoyer la vidéo, ou dans l'autre sens aussi quand il va y avoir les échanges entre comment dirais-je, du broadcaster vers celui qui veut recevoir la vidéo. Et là, par exemple, ce qu'on fait, c'est je regarde dans toutes les sessions et je veux juste la session pour celui qui a le bon ID, c'est-à-dire qui identifie cette connexion-là. Et ensuite, j'envoie voilà, les messages avec l'offre, la réponse, le candidat, etc. Et vraiment, là, son rôle, c'est vraiment de faire du passe-plat. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est essentiellement ça, de savoir si on envoie à tout le monde, si on n'envoie qu'à un client, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus sur le code? Je crois que c'est à peu près tout. Donc après, voilà, j'ai buildé ça avec Gradle. J'ai containerisé ça. Je crois que non, ou je peux le montrer d'ailleurs dans le build. Alors c'est pareil, vu que j'utilisais des records et tout ça, et quand j'ai commencé à le faire, c'était plutôt avec Java 17 qui est en LTS, mais je voulais les records qui, je crois, n'étaient pas encore disponibles, donc il fallait faire Enable Preview. Et puis après, j'utilise donc je ne sais pas si on peut appeler ça, un plugin pour Gradle, mais ça existe aussi pour Maven, qui s'appelle Jib, qui permet de containeriser facilement une application Java. Et du coup, moi, je lui dis où est-ce que tu vas me stocker. Donc ça doit être l'image de base que je veux utiliser, et le container qui va créer avec cette image de base, c'est celui-là, et je vais le déposer sur Google Container Registry, vu que je fais tout sur Google du coup. Et le nom de mon image, donc ça c'est là où je vais la stocker, le nom de mon image, voilà, ça va être celle-ci avec la dernière version. Et du coup, moi après, bon là je vais pas lancer le build parce que ça prend toujours un petit peu de temps, mais ça se fait voilà, assez rapidement, ça envoie, etc. Donc j'ai juste une commande à faire et ça va m'envoyer ça là-bas. Et après sinon j'ai aussi des commandes aussi pour faire la partie. Alors je peux builder en local ou je peux builder en utilisant Cloud Build, qui est un truc de Google pour builder dans le cloud, ou je peux aussi après envoyer directement mon image sur Cloud Run. Donc d'ailleurs je crois que je peux enlever le bêta là ici. Ah non, ouais, ou c'est parce que du coup il y a un truc que j'utilisais aussi, c'est des fonctionnalités récentes et qui sont juste en preview. CPU Boost, c'est pour accélérer le démarrage d'une application containerisée, et Session Affinity, c'est ce qu'il peut y avoir, vu que ça scale automatiquement Cloud Run, il peut y avoir plusieurs instances de mon container qui tournent en même temps, et donc de mon application. Et Session Affinity, ça dit juste que tant qu'à faire, le client se reconnecte à la même instance de mon application qui tourne dans Cloud Run. C'est pour ça que j'avais mis bêta ici. Et après, bon là, je peux vous montrer aussi la console de Google Cloud, mais il n'y a pas vraiment grand enjeu ici. Je peux voir voilà, toutes les révisions de mes containers que j'ai déployés, voilà, voir les différents trucs que j'ai déployés. Et lui, donc voilà, les stats, genre le nombre. Par exemple, on voit que là, il y a déjà plus d'instances qui fait tourner mon application, parce que je ne l'utilise plus. On a fait la démo tout à l'heure.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à montrer pour le code. Donc, il faut que je revienne ici, un petit peu plus loin. Donc là, je ne vais pas vous montrer les... Ah non, je ne la démarre pas, voilà. Hop. Donc, en résumé, déjà, pourquoi réinventer la roue? C'est quand même aussi pour apprendre un petit peu des nouvelles choses, des nouvelles technologies et tout ça. Donc, je connaissais WebRTC de nom, mais je n'avais jamais joué avec, donc je ne savais pas trop forcément comment ça fonctionnait. Donc, j'étais content de pouvoir apprendre WebRTC, ces histoires de différents protocoles, comment ça s'est changé, etc. J'ai trouvé ça intéressant aussi de voir que ça n'obligeait pas, ça ne forçait pas sur la partie signalisation une approche particulière. Donc on pourrait imaginer aussi d'autres systèmes de signalisation. Donc là c'est vraiment juste un proof of concept parce que bon voilà, ça fait juste d'échanger la vidéo, mais ça ne fait pas grand-chose comparé à des Octoprint ou la petite caméra que je vous ai montré tout à l'heure, qui, eux, se pluguent carrément dans l'imprimante 3D pour pouvoir contrôler l'imprimante. Moi, je ne peux pas faire ça là, avec mon téléphone, vu que c'est vraiment juste une vidéo que j'envoie. Alors qu'avec ces autres solutions-là, c'est vrai qu'on peut, par exemple, faire des time-lapse, on peut faire des trucs assez fous, faire une pause, arrêter l'impression, la recommencer, etc. Et puis aussi, donc, quand j'ai développé ce truc-là, je me suis aperçu que WebSocket, je connaissais un petit peu mieux, mais c'est pas, même si là on a vu tout le passe-plat, tout ça, il y a du code un petit peu particulier aux API WebRTC, mais ce qui est un petit peu fragile, et du coup je me demande comment les grands qui utilisent WebRTC pour faire de la messagerie, comment ils font, parce qu'en fait je me suis aperçu que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et je suis incapable de dire pourquoi ça ne marche pas. Alors je suppose que c'est... alors pourtant quand je débug, j'ai plein d'infos de debug dans mes fenêtres. Quand on regarde ici, normalement, on va voir que j'échange vraiment plein d'infos. Et on voit, alors même quand ça ne marche pas, je vois le même type d'échange, mais après il faudrait regarder vraiment en détail. Il y a des formats... ce qu'on échange dans les messages, c'est des choses comme ça. Alors là, c'est en tout petit, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est un message un petit peu cryptique. Et peut-être qu'il y a un problème quelque part dans la description qui est échangée, sur laquelle ils se sont mis d'accord. Et du coup, je crois broadcaster, mais au niveau du watcher, il n'y a rien qui s'affiche. Et je n'arrive pas encore à comprendre exactement pourquoi et dans quel cas de figure ça marche ou ça ne marche pas. Donc ça peut être des questions réseau, des questions NAT, des questions, je ne sais pas trop. Donc après, se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer, essayer d'aller plus loin et de continuer à réinventer la roue et faire tout ce que font des Octoprint et tout ça? Peut-être pas, parce que je pense qu'ils le feront vachement mieux que ce que moi je pourrais faire, parce qu'ils s'y connaissent vachement mieux en impression 3D, etc. À un moment, j'avais envie aussi, parce que j'aimerais bien faire un peu plus d'IoT, alors je m'étais dit faire du Raspberry Pi, peut-être faire avec des petits nodes MCU, etc., faire des trucs sympas, brancher une petite webcam et tout. Ou alors, après, voilà, si j'arrive à trouver une Raspberry Pi récente, je pourrais utiliser Octoprint ou pas. Donc la question reste ouverte, mais j'ai quand même demandé au Père Noël la petite caméra qui a l'air trop mignonne de petit chien. Et donc peut-être que je vais utiliser ça. Et c'est possible que je ne continue pas et que je n'aille pas beaucoup plus loin ici. Donc déjà, je vous remercie. Donc n'hésitez pas, alors vous pouvez y aller à partir du programme de BDX.io, sinon vous pouvez flasher ça. Ce que j'ai mis aussi, c'est des références. Toutes ces références-là, il y a plein d'articles intéressants. Je reviens ici si vous voulez flasher celui-là. C'est un lien vers les slides que vous avez là. Donc si vous voulez lire un petit peu plus et savoir comment ça a été fait, les articles sur lesquels je me suis appuyé et dont je me suis inspiré pour faire cette implémentation-là. En particulier, il y a celui, je ne sais plus, ça doit être genre le deuxième, c'est celui dont je me suis inspiré qui était fait en Node.js, qui est vraiment très très bien et qui expliquait bien le processus. Voilà, merci pour votre attention. Et est-ce qu'on a un peu de temps pour quelques questions ou pas? Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et déjà, qui fait un peu d'impression 3D là? Parce que j'ai même pas posé des questions. 2, 3, 4, 5. Ok.
D'accord. Et est-ce que vous utilisez une solution comme ça, genre Octoprint ou autre? Ouais, Octoprint, ok. D'accord. Bon, ça sert à rien de réinventer Octoprint, je pense. Ça fait plein de choses quand même, Octoprint. Bon, c'est ce que je me disais. Oui. Ouais, alors bon, là j'ai pas de, j'aurais pu faire une vidéo. Oui, alors la question donc pour le flux, est-ce que ça a marché? Donc oui, ça marche. Après, bon, je vais quand même voir quand même de temps en temps. Parce qu'en fait, ça paraît pas, mais c'est assez captivant à regarder la machine là, en train d'imprimer le fil plastique et je sais pas. Je trouve que c'est donc ça a marché dans le sens où les fois où je le mets, alors je pense pas toujours à mettre la caméra, mais du coup des fois, voilà, j'oublie de la mettre donc je descends quand même, etc. Voilà. Oui. Alors, pour faire, si je reste sur le réseau local, donc au final, d'ailleurs, de toute façon, en WebRTC, ils vont continuer à discuter en local, hein, les deux. Bah, j'étais pas forcément obligé, enfin, j'aurais pu faire tourner, enfin, si j'utilise WebRTC en tout cas, peut-être qu'effectivement, j'aurais pu avoir un petit serveur qui tourne chez moi, quoi, sur une machine, ou sur un Raspberry Pi ou je ne sais quoi. Ça aurait été aussi possible de le faire comme ça et que ça reste que chez moi. Est-ce que j'aurais vraiment utilisé WebRTC? Je ne sais pas trop ce que j'aurais utilisé d'autre sinon pour faire... Parce que, enfin, disons que on pourrait imaginer... donc moi, je suis plutôt un développeur back-end, etc. et d'applications web. Après, si j'aurais très bien pu faire peut-être genre une appli Android et genre entre deux téléphones Android et qui discutent entre eux mais de manière différente, ils doivent pouvoir s'envoyer un flux vidéo aussi sans passer par WebRTC et autrement. Donc il y a certainement d'autres manières de faire, mais vu que moi je suis plutôt quand même web, back-end, etc., ça me paraissait un petit peu plus naturel pour moi en tout cas d'aller vers cette solution-là. Bon, bah encore merci pour votre attention et bonne fin de la conférence.